Vostre Eccellenze ambasciatori, padre vicerettore, cari professori, studenti, tutti qui presenti, buonasera a tutti, siete tutti i benvenuti a questo evento speciale alla Gregoriana. È veramente un onore per me dare il benvenuto in modo speciale ai nostri conferenzieri, ma anche al Centro Studi Filosofici di Gallarate, un gruppo di filosofi provenienti da diverse parti dell'Italia con una tradizione ricca e lunga. Per chi non è a conoscenza dell'attività di questo centro, forse vale la pena ricordare che si tratta di un gruppo di riflessione filosofica che risale all'anno 1945, con una lunga e fruttuosa attività collaborativa tra filosofi di ispirazione cristiana da tutto il Paese. Sono molto contento che con degli eventi come questo può continuare la collaborazione tra questo centro e la Facoltà di Filosofia alla Gregoriana. Adesso, prima di passare alla presentazione del primo conferenziere, vorrei invitare il professor Totaro, l'attuale presidente del centro, a fare il suo saluto. Grazie professor Padre Caruana, ringrazio per l'ospitalità che sta diventando una consuetudine in questo ambiente così bello oltre che accogliente. Ringrazio anche per le parole di presentazione del centro e dico solo pochissime cose prima di leggere un documento che abbiamo approvato ieri sera nell'assemblea del Centro di Studi Filosofici, nell'assemblea dei membri del comitato scientifico del Centro di Studi Filosofici di Gallarate, che adesso ha sede a Roma. Noi abbiamo il volume che contiene gli atti del convegno dell'anno scorso. Il volume ha il titolo dello stesso che aveva il convegno stesso, Il corpo e le sue trasformazioni, edito da Morcelliana, ecco, quindi è un volume, insomma, non perché l'ho curato io personalmente, che si presenta bene e quindi vi esorto magari a procurarvelo se lo ritenete opportuno e utile. Vengo alla lettura del documento di cui vi dicevo. È un documento pubblico che notificheremo anche alla stampa. In occasione del convegno sul tema filosofia ed economia che si tiene a Roma dal 27 al 29 settembre 2018, i membri del comitato scientifico del Centro di Studi Filosofici di Gallarate sottoscrivono le recenti affermazioni di Papa Francesco, vedi l'intervista uscire dall'economia dello scarto su Sole 24 Ore del 7 settembre scorso, secondo cui l'attività economica non riguarda solo il profitto, ma comprende relazioni e significati. Il mondo economico, se non viene ridotto a pura questione tecnica, contiene non solo la conoscenza del come, rappresentato dalle competenze, ma anche del perché, rappresentata dai significati. Una sana economia, pertanto, non è mai slegata dal significato di ciò che si produce e l'agire economico è sempre un fatto etico. Condividono pure l'appello del Papa a, cito, contrastare la cultura dello scarto che finisce per danneggiare il pianeta intero. Fine della citazione. Questa cultura oggi si esprime in modo particolare in una immagine distorta di coloro che denominiamo con la parola apparentemente asettica, quando non spregiativa, di migranti, occultando il loro status di persone che cercano di sottrarsi alla morsa dell'indigenza, della fame e della povertà. Dice Francesco, i migranti rappresentano oggi una grande sfida per tutti.
I popoli che si muovono fanno paura, specialmente ai popoli che vivono nel benessere. Eppure non esiste futuro pacifico per l'umanità se non nell'accoglienza della diversità, nella solidarietà, nel pensare all'umanità come una sola famiglia. Fine della citazione. Sono consapevoli che oggi si cerca di diffondere nello spirito del nostro popolo, in contrasto con le sue tradizioni di apertura e la sua disponibilità all'integrazione nel rispetto delle differenze, un senso comune di rifiuto e di rigetto, certamente non coerente con i principi cristiani, spesso subordinati, purtroppo, a parole d'ordine di esclusione e di inimicizia. Si impegnano quindi a promuovere, nelle sedi in cui svolgono la loro opera educativa, culturale e di ricerca, atteggiamenti di costruzione di una società che non confonda le esigenze comprensibili di sicurezza con la difesa dalla minaccia di presunte invasioni e si adoperi invece per la condivisione, la fraternità e l'amicizia tra i popoli. Auspicano che le decisioni politiche, con le conseguenti mediazioni, siano in armonia con i principi sopra espressi. Ecco, vi ringrazio dell'attenzione e ripeto, questo documento sarà poi inviato alla stampa per l'eventuale pubblicazione sui giornali e sugli organi di comunicazione. Ringrazio di nuovo e le cedo di nuovo la parola, Padre Caruana. Tante grazie, Professor Totaro, per questa affermazione piena di significato, anche che situa bene l'importanza di questo convegno. Adesso vengo alla presentazione del primo conferenziere di stasera, Gaël Giraud. È un economista specializzato nell'economia matematica e anche prete cattolico gesuita, collega della Compagnia di Gesù e capo economista dell'Agence Française de Développement. Menziono ovviamente soltanto alcuni punti del suo percorso. Nel 1997 completa con successo il dottorato in matematica applicata all'École Polytechnique e all'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, dove rimane come professore della teoria dei giochi ed economia matematica. Collabora con la Facoltà di Scienze Economiche e Gestionali di Strasburgo e con l'Università di Hanoi in Vietnam. Nel 1999 è incorporato nel CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique. 2004 ottiene l'abilitazione per dirigere la ricerca. Tra il 1999 e il 2014 ricercatore associato e consulente scientifico dell'École d'économie de Paris. Nel 2007 professore affiliato all'École supérieure de commerce de Paris e anche all'Università Cattolica di Lovagno in Belgio. 2015 nominato capo economista dell'Agence Française de Développement. Oggi ha l'incarico di direttore dell'investigazione scientifica del Centro Nazionale CNRS, capo economista dell'Agenzia Francese di Sviluppo, come ho menzionato, e anche professore all'École Nationale des Ponts et Chaussées. Dunque, se non mi sbaglio, si tratta della prima volta che abbiamo l'onore di avere il professor Giraud alla Gregoriana. Siamo ovviamente contentissimi di avere questa opportunità. Grazie, professor Giraud e caro confratello, padre Gaël, per accettare il nostro invito. Adesso a lei la parola. La conferenza, come vedete, si chiama, intitolata Un'economia per la transizione ecologica.
Grazie mille padre Caruana per l'invitazione. Sono francese e non parlo italiano, scusi. Posso parlare inglese, russo, spagnolo, ma non italiano. Donc je vais parler en français, lentamente, de manière que tout le monde puisse comprendre. Va bene? Ok. Je voudrais commencer, je vais diviser mon exposé en 3 parties. La première partie, ce sera un certain nombre de faits économiques qui sont préoccupanti pour l'économie théorique néoclassique, c'est-à-dire conventionnelle. Le premier point troublant, c'est, vous le savez bien, l'explosion des inégalités. Nous savons tous que les inégalités de revenus et de capital ont beaucoup augmenté au cours des 30 dernières années. On entend souvent dire que les inégalités ont augmenté à l'intérieur des pays, tra paesi, et ont diminué, non, dentro di paesi, et ont diminué tra paesi. Par exemple, ça c'est le leitmotiv de la Banque mondiale. Alors c'est vrai, mais c'est très discutable. Donc là, je vous ai montré l'évolution de ce qu'on appelle l'indice de Gini, Gini Indice. Gini, c'est un statisticien italien qui mesure les inégalités de revenus entre les pays. Et c'est vrai qu'il a augmenté à l'intérieur des pays et il a diminué entre les pays. Mais des calculs ont été faits de cet indice de Gini sans la Chine, en retirant la Chine de cette évolution. Et si vous retirez la Chine, le Gini a augmenté au niveau mondial. Donc la baisse du Gini entre les pays est essentiellement et uniquement due au fait que la Chine a réussi à sortir presque 800 millions de personnes de la pauvreté en 30 ans. Ceci ne doit pas grand-chose aux préconisations de la Banque mondiale ou du Fondo Monetario Internazionale, du FMI. Et qui plus est, ce calcul est fait avec ce qu'on appelle l'indice de Gini relatif. On pourrait aussi faire le même calcul avec l'indice de Gini absolu. La différence est facile à comprendre. Supposez que vous ayez 2 économies, une économie A, une économie B. Et il y a 2 personnes, le padre Caruana et moi, dans chacune de ces 2 économies. Dans la première économie, je gagne 1, et le padre Caruana gagne 100. Dans la deuxième économie, l'économie B, je gagne 2, et le padre gagne 200. D'après vous, laquelle des 2 économies est la plus inégalitaire? La seconde. D'après le Gini relatif, ces 2 économies sont équivalentes, puisque le rapport, dans les 2 cas, c'est de 1 à 100. Mais d'après le Gini absolu, la deuxième économie est plus inégalitaire que la première. Va bene? Si on utilise le Gini absolu et non pas le Gini relatif, alors, même en incluant la Chine, les inégalités ont augmenté sur la planète entre les pays. Et donc, l'affirmation classique de la Banque mondiale qui est « c'est vrai que tout ne va pas bien dans les pays, mais entre les pays, ça va mieux », cette affirmation-là est très discutable. Il y a un certain nombre de régions qui sont nouvelles pour lesquelles on découvre que les inégalités explosent, et en particulier l'Afrique australe, et en particulier le pays de l'Afrique du Sud. Ce qui est étonnant, puisque vous savez que l'Afrique du Sud a aboli l'apartheid en 1994, 94, et ce que l'on observe statistiquement, c'est qu'en dépit de l'abolition de l'apartheid, les inégalités continuent d'augmenter en Afrique du Sud. Donc c'est un sujet que nous étudions beaucoup à l'Agence française de développement, parce que c'est assez surprenant de voir comment la libération politique ne s'est pas accompagnée d'une amélioration des inégalités économiques au sein de la population d'Afrique du Sud. Le niveau des inégalités en Afrique du Sud aujourd'hui est comparable à celui qu'on trouve dans les pays d'Amérique latine, traditionnellement beaucoup plus inégalitaires. Alors, ici, un point également fondamental qui est bien connu des économistes, qui est ce qu'on appelle le graphe de l'éléphant. Alors, je vous montre tout de suite l'éléphant. Il est caché, vous voyez. Donc le graphe, c'est celui-ci. L'axe horizontal, c'est
la population en fonction de son revenu. Donc, à gauche, vous avez la population la plus pauvre, le décile, les 10 premiers pourcents de la population la plus pauvre, et tout à fait à droite, vous avez les 10% de la population la plus riche. Et comme on ne voit pas bien ce qui se passe à droite, on a même subdivisé le dernier pourcent en millimètres, pour qu'on voit bien l'évolution. Ça va ? Et puis, l'axe vertical, c'est l'évolution du revenu de cette tranche de la population, depuis les années 1980. Et donc, ce que vous voyez, c'est que les gens qui sont tout à fait à droite ont vu leur revenu exploser depuis une quarantaine d'années, une trentaine d'années. Donc, ils ont amélioré considérablement leur revenu. Les gens qui sont au milieu, les classes moyennes, ont très peu augmenté leur revenu. Et les gens les plus pauvres ont un peu augmenté leur revenu. Ça va ? C'est clair, à peu près ? Et chiaro ? Non ? Ça, c'est le graphe classique qui a été fait par Branko Milanovic, qui est un collègue que je connais bien, qui travaille à la Banque mondiale. Mais avec d'autres collègues, nous avons refait les calculs avec les mêmes données. Et nous avons obtenu non pas un éléphant, mais le monstre du Loch Ness. Et un peu différente, non ? Ce qui veut dire qu'avec ces calculs-là, même les plus pauvres ont très peu gagné au cours des 30 dernières années. Les seuls qui ont vraiment gagné, ce sont les plus riches. Ça va ? Je continue d'avancer, je vais très vite. Mais... Donc le premier point que je voulais mentionner, c'est les inégalités. Les inégalités ont explosé, même si nous avons une technique de dénégation pour masquer la réalité de ce phénomène. C'est embêtant pour la théorie classique parce que, d'après la théorie classique, les inégalités n'ont aucune importance pour la croissance. Normalement, d'après la théorie néoclassique économique, il faut se préoccuper d'abord de la taille du gâteau, le PIB, le PIL, et ensuite de la manière dont on répartit le gâteau. La première question est une question d'efficacité, la seconde question est une question de justice ou d'équité. Okay ? Et donc, d'après la théorie classique, on n'est pas obligé de traiter la question de l'équité pour traiter la question de l'efficacité. Donc, moi, j'ai fait des travaux avec un collègue qui s'appelle Mateusz Gracelli, qui est le directeur de l'Institut Fields à Toronto, pour montrer qu'en réalité, les deux sont liés. S'il y a trop d'inégalités, il y a moins de croissance. Donc, l'excès d'inégalités nuit même à la croissance. Et historiquement, vous regardez, le moment où, en Europe de l'Ouest, nous avons eu le plus de croissance, c'était pendant les 30 Glorieuses, après la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi le moment où nous avons eu le moins d'inégalités. Dès que les inégalités ont recommencé à augmenter, à partir des années 70, la croissance a commencé à baisser. Alors, le phénomène de la croissance, des inégalités, donc, est un premier phénomène embêtant. Le deuxième phénomène très embêtant, c'est évidemment le dérèglement climatique. Là, je vous ai mis un graphe très connu qui vient du IPCC, donc le panel international des recherches sur le climat, où vous avez les deux scénarios extrêmes du IPCC, qui sont le scénario du haut, qu'on appelle le RCP 8.5, qui est le scénario le plus pessimiste. Malheureusement, la planète est en train de suivre actuellement le scénario le plus pessimiste, le RCP 8.5. Et puis vous avez en dessous le scénario 2.6, qui est le plus optimiste. Ça va ? Le scénario RCP 8.5, le plus pessimiste, nous emmène à des températures à la fin du siècle au-dessus de plus 5 degrés, più di 5 gradi, non ? Au-dessus de la température moyenne qui prévalait avant la révolution industrielle. Ça va ? Le scénario 2.6, le plus optimiste, est le seul qui permettrait de rester proche de plus 2 degrés, qui est l'objectif que la communauté internationale s'est donné à l'occasion de l'accord de Paris en 2015. Je peux vous dire tout de suite, malheureusement, qu'il n'y a plus aucun modèle climatologique aujourd'hui qui permet de rester en dessous des 2 degrés. Aucun modèle raisonnable ne permet aujourd'hui de rester en dessous des 2 degrés, c'est trop tard. Ce qu'il faut chercher aujourd'hui, c'est à rester le plus proche possible des 2 degrés, mais nous savons déjà que nous serons au-dessus des plus 2 degrés. Nous avons refait des simulations à l'Agence française de développement, l'Agenzia Francese di Sviluppo, et de la même manière,
aucune de nos simulations ne permet de rester raisonnablement en dessous des plus 2 degrés. Donc, ça veut dire que nous sommes malheureusement partis pour un réchauffement dramatique de la planète. Ce graphe-là, il n'y a qu'une seule courbe qui nous intéresse, qu'il faut que vous regardiez, c'est la courbe bleue en haut, qui correspond à la dilatation de la mer. Vous la voyez? Si? Cette courbe-là, elle est tracée par des océanologues sous l'hypothèse que nous arrêtons demain matin d'émettre du CO2. Supposons que nous arrêtions demain matin d'émettre du CO2, que se passerait-il sur l'évolution du niveau de la mer? Eh bien, la conséquence, c'est que nous ne ferions que un peu plus de plus 1 mètre du niveau de la mer à la fin du siècle, mais le niveau de la mer continuerait d'augmenter après la fin du siècle. Malheureusement, il y a une très forte inertie de l'impact du réchauffement climatique sur le niveau de la mer, et nous aurions plus 3 mètres, plus 4 mètres, plus 5 mètres au cours du 21e, du 22e, du 23e siècle. Ceci pour dire qu'il y a une illusion d'optique, souvent, dans le débat politique, à cause de l'objectif de la fin du siècle. Mais l'histoire humaine ne s'arrêtera pas à la fin du siècle, espérons, et quelque chose comme la montée du niveau de la mer continuera d'exister dans le siècle suivant. Premièrement. Et deuxièmement, la mauvaise nouvelle aussi, c'est que le scénario médian aujourd'hui des océanologues, à cause du réchauffement climatique, c'est plus 2 mètres à la fin du siècle. Il y a encore 5 ans, c'était plus 1 mètre, mais on constate que la calotte glaciaire ouest de l'Antarctique fond beaucoup plus vite que prévu, et donc aujourd'hui c'est plus 2 mètres. Plus 2 mètres, ça veut dire que Venise sera sous l'eau, mais pas seulement Venise, aussi New York et aussi Miami. Donc ça va obliger les Américains à construire des digues pour protéger New York. Et au passage, la communauté internationale devrait construire des digues pour sauver Venise. À titre personnel, je serais plus malheureux que Venise soit sous l'eau que New York. Mais je comprends qu'il y a un problème de financement pour les digues italiennes. Qui sont les victimes du réchauffement climatique? Vous les connaissez bien, ce sont malheureusement les pays les plus pauvres. Donc là, plus c'est bleu, plus vous êtes exposé, vulnérable au changement climatique. Et vous voyez que l'Afrique subsaharienne est la principale région du monde la plus exposée, avec aussi l'Asie du Sud-Est et l'Inde. Ça, c'est l'exposition aux événements du dérèglement climatique qui sont la montée des eaux, l'érosion de la biodiversité, la baisse de fécondité, de fertilité des sols, la désertification et la raréfaction des ressources d'eau souterraines. Maintenant, vous savez que le dérèglement climatique provoque aussi des événements extrêmes du type typhon, inondations, pluie, mousson, etc. Si vous regardez quelles sont les régions les plus exposées aux événements climatiques extrêmes, ce ne sont pas les mêmes. Là, c'est surtout l'Asie qui est exposée. Donc il y a 2 aspects assez différents. Les phénomènes continus de long terme, la première carte, les événements climatiques extrêmes, la seconde carte. Quels sont les pays dont les institutions politiques sont les plus fragiles pour s'adapter au dérèglement climatique? Malheureusement, ce sont les mêmes. Ce sont aussi les pays les plus pauvres. Donc ici, plus c'est rouge, plus les institutions politiques sont fragiles et moins elles sont capables de s'adapter au dérèglement climatique. Pour vous donner un exemple, il y a beaucoup de pays en Afrique subsaharienne dont les États sont faillis, sont déjà en fait disparus. Et un exemple très concret que je peux citer, j'ai eu un entretien avec le président de la République du Tchad l'an dernier, M. Idriss Déby. Et pendant l'entretien, il y avait avec moi le ministre de l'économie et des finances de l'époque, Ngueto, qui est un ancien fonctionnaire du FMI et que je connais très bien. Et après l'entretien, il est venu me voir et il a fait allusion au fait qu'il y a 20 ans, j'ai été enseignant dans un collège jésuite, le collège Charlwanga de Sarre, au sud du Tchad. J'étais professeur de mathématiques et de physique. Et il m'a dit, le ministre de l'économie, il m'a dit « Gaël, est-ce que tu aurais un ancien élève qui soit bon pour faire des calculs ?» J'ai dit « Oui, on peut trouver ça, mais pourquoi vous me demandez ça ?» Il m'a dit « Voilà, je n'ai personne pour me faire des calculs. » Donc vous imaginez un pays dont le ministre de l'économie et des finances n'a personne pour lui faire une statistique.
Donc c'est un pays où le ministre de l'économie et des finances n'a aucune administration qui travaille pour lui. Donc c'est un roi sans armée. Autant dire que c'est un pays dans lequel il n'y a pas d'État. L'État, c'est juste une armée. Vous voyez ? Donc ça, c'est l'exemple du Tchad. On en parle de plus en plus maintenant, mais pendant des années, malheureusement, on en a trop peu parlé, c'est la question de la biodiversité. Alors ici, c'est une carte qui donne un exemple d'un aspect, parmi d'autres, c'est la disparition des poissons dans les océans. Donc, en haut à droite, vous avez la partie nord de l'océan Atlantique en 1900. Et donc, plus c'est rouge, plus la densité en poissons est importante. Et quand c'est bleu clair ou blanc, ça veut dire qu'il n'y a pas de poissons. Et puis, en bas à gauche, alors pardon, pour vous c'est à droite, excusez-moi, en haut à gauche en 1900 et en bas à droite, vous avez la même partie du monde en 2000. Donc vous voyez que l'océan Atlantique est vide aujourd'hui. Et les océanologues nous préviennent, si nous continuons à faire de la pêche industrielle en eau profonde, si la température continue d'augmenter, si l'acidification des océans continue, et si nous continuons à jeter des millions de tonnes de déchets plastiques dans les océans, nous n'aurons plus de poissons comestibles dans les océans entre 2040 et 2050. Donc il restera quelques poissons. C'est des poissons qui vivent à moins 3000 mètres, qui ne sont pas comestibles pour l'être humain. Et il y aura des méduses, puisque au fur et à mesure que les poissons disparaissent, les méduses prennent la place des poissons. Alors quelques-uns de mes collègues économistes disent « ça n'est pas une tragédie, parce que nous allons faire de la pisciculture. Nous allons cultiver des poissons dans des piscines. Et ça va faire augmenter le PIB. Très bonne nouvelle. Donc la question que ça pose, c'est voulons-nous vivre dans une planète dont les océans seront remplis de méduses et où nous allons manger des poissons qui naissent et vivent et sont cultivés dans des piscines. Oui. Même question à propos de la disparition des abeilles. Api, non ? Vous savez que les néonicotinoïdes menacent l'espèce des abeilles. Et quelques-uns de mes collègues économistes disent, là aussi, ça n'est pas une tragédie, parce que si les abeilles disparaissent, eh bien, nous allons polliniser avec des machines. Et avec des petits drones, par exemple, avec des petits bras mécaniques, qui vont polliniser comme ça. Et ceci va faire augmenter le PIB. C'est excellent pour la croissance. La crescita, non ? Mais la vérité, c'est que ce n'est pas ça du tout qui va se passer. Je ne crois pas une seconde que nous aurons les moyens de faire des petits robots sur la planète entière pour polliniser. Et aujourd'hui, il y a des régions dans le monde où il n'y a déjà plus d'abeilles. Par exemple, c'est le cas dans le centre de la Chine. Dans les campagnes chinoises, il n'y a plus d'abeilles. Alors comment pollinise-t-on ? Parce que vous savez bien que si on ne pollinise pas, il n'y a plus d'agriculture. S'il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus d'humanité. Donc on pollinise, mais en fait, ce ne sont pas du tout des machines qui pollinisent. Ce sont des femmes pauvres en milieu rural qui pollinisent à la main. Donc la question qu'on peut poser aux dames qui sont ici, c'est est-ce que vous voulez vivre dans une planète où les femmes pauvres de la planète vont polliniser à la place des abeilles ? Alors, le point suivant, c'est un point assez effrayant, c'est un article de la revue Nature qui vient de sortir et qui regarde les conditions de vie et de survie de l'humanité avec le réchauffement. Donc l'axe horizontal, c'est la température, et l'axe vertical, c'est l'humidité, le taux d'humidité. Et comme vous savez, quand le taux d'humidité augmente, la température devient beaucoup plus insupportable. C'est beaucoup plus dur de vivre au Vietnam avec 35 degrés et 90% d'humidité que de vivre au Tchad, par exemple, avec 42 degrés et 15% d'humidité. Alors, si vous regardez le graphe, à droite de la courbe rouge, ce sont des conditions de vie qui sont impropres à la vie humaine. Alors ça ne veut pas dire que vous et moi allons mourir tout de suite si nous sommes plongés dans ces conditions-là, mais ça veut dire que si ça dure plus longtemps que quelques jours, il y aura certainement beaucoup de morts parmi les êtres humains. Question, est-il possible que la planète traverse des conditions qui sont à droite de la courbe rouge ? Alors de nouveau, comme on ne sait pas bien comment le climat va évoluer, on est obligé de réutiliser les scénarios du IPCC, RCP 8.5, rappelez-vous, c'est le scénario le plus pessimiste. Donc d'après le scénario le plus pessimiste, j'espère que vous le voyez, je vais vous le montrer ici, c'est en bas, la carte en bas. Les zones rouges, ce sont les zones où vous avez plus de 300 jours par an, où vous êtes en zone létale. Vous voyez ? Donc évidemment, j'espère qu'on n'arrivera jamais au RCP 8.5, on va
décrocher de ce scénario, mais pour l'instant, c'est une possibilité qu'il faut affronter. Et au-dessus, vous avez un scénario un peu moins catastrophiste, mais encore une fois, pour l'instant, nous ne sommes pas en train de suivre le scénario du dessus. Malheureusement, nous sommes encore sur le scénario en bas. Et si je vais aller un peu plus vite, vous aurez les diapositives, mais si vous regardez celle-ci, vous verrez le pourcentage de la population qui vit avec plus de 20 jours de conditions létales dans l'année. C'est le graphe de droite, et vous verrez que d'après le RCP 8.5, donc le scénario le plus pessimiste, ça fait plus de 70% de la population humaine à la fin du siècle qui vivra plus de 20 jours par an avec des conditions létales de température et d'humidité. Un autre point assez fondamental et qui aujourd'hui est en train d'émerger très fortement dans la communauté internationale, c'est l'impact économique des événements climatiques extrêmes. Donc en 2016, les événements climatiques extrêmes, les inondations, les sécheresses, les pluies diluviennes, ont coûté à la planète seulement, entre guillemets, 175 milliards de dollars. Mais seulement un tiers de ces catastrophes étaient assurés par des compagnies d'assurance. Donc les 2 tiers n'étaient pas assurés. Les compagnies d'assurance aujourd'hui se trouvent confrontées à un problème majeur, c'est qu'elles sont incapables d'assurer les conséquences des événements climatiques extrêmes. Et en France, vous avez le président de la plus grande compagnie d'assurance française, AXA, M. Henri de Castres, qui a déclaré publiquement un monde avec plus 4 degrés n'est pas un monde assurable. C'est un monde dans lequel les assurances ne peuvent pas fonctionner. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a 2 grandes compagnies d'assurance, Munich Re en Allemagne et Swiss Re à Zurich en Suisse, qui travaillent beaucoup et qui mettent beaucoup d'argent sur la table pour comprendre l'impact du dérèglement climatique sur le PIB et le capital de tous les pays du monde, parce que ces 2 compagnies-là sont des grands réassureurs qui assurent toutes les compagnies d'assurance qui assurent le monde entier. Elles ont compris que leur business, aujourd'hui, est menacé par le dérèglement climatique. Un autre point, je vais très très vite, qui est mal connu dans le débat public, c'est le gaz. On a souvent l'idée que le charbon, c'est le fossile le plus polluant, puis ensuite le pétrole, puis ensuite le gaz. Alors c'est vrai avec les statistiques conventionnelles, mais les statistiques conventionnelles sont calculées avec un pouvoir réchauffant, ça va, du gaz, du méthane, calculé au bout de 100 ans de vie du méthane dans l'atmosphère. Ça va ? En vérité, le méthane est beaucoup plus réchauffant après 25 ans qu'après 100 ans. Et donc, il faudrait tenir compte aussi du pouvoir réchauffant du méthane au bout de 25 ans. Si on refait les calculs en tenant compte de la vérité du pouvoir de réchauffement du méthane, alors on trouve malheureusement qu'il suffit que les installations gazières de gaz aujourd'hui dans le monde aient plus de 5% de fuite, leakages en anglais, pour que le gaz soit aussi polluant que le charbon. Alors, vous imaginez qu'il y a tout un débat avec les compagnies gazières et pétrolières pour savoir si les fuites sont supérieures à 5%. À titre personnel, je me suis promené au Nigeria, près des installations de la compagnie française, Total, et en marchant à côté du pipeline de gaz, j'entendais « psst », ça c'est le gaz qui sort. Voyez. Donc je suis sceptique sur les affirmations des compagnies pétrolières et gazières qui jurent que les fuites sont inférieures à 5%. Les travaux scientifiques qu'on trouve dans la littérature évaluent ces fuites entre 2 et 7%. Mais vous voyez qu'il y a un vrai enjeu, parce que si le gaz est aussi polluant que le charbon, alors, comme vous le savez, il faut interdire le charbon, dès maintenant, mais il faut aussi interdire le gaz. Si nous interdisons le gaz, il n'y a plus aucun scénario de transition énergétique aujourd'hui qui tient la route, qui marche. Donc c'est un vrai sujet, y compris pour l'Agence française de développement, puisque nous finançons des projets de gaz en Côte d'Ivoire, en Indonésie, etc. Un autre point très connu, je vais très vite, c'est une manière de comprendre l'érosion et la destruction de la biodiversité, c'est de la diviser en différents seuils de destruction des écosystèmes naturels. Donc ça, c'est un graphe très connu. Et il y a plusieurs seuils qui sont déjà franchis de manière irréversible. Là aussi, c'est un graphe très connu qui sort du dernier rapport de l'IPBES, donc la plateforme internationale d'études sur la biodiversité, qui va faire son grand congrès international en 2020
en Mongolie, et qui espère avoir le même succès politique que le climat en 2015 à Paris. Donc, cet organisme international, qui joue le même rôle que l'IPCC, mais cette fois-ci pour la biodiversité, espère pouvoir mobiliser la classe politique en 2020, de manière qu'il y ait un accord international sur la biodiversité, de même nature que l'accord international que nous avons sur Paris, à Paris en 2015 sur le climat. Un autre point que je voudrais souligner, qui est très important aussi, c'est la raréfaction des minerais. Par exemple, pour faire les petits robots qui iraient polliniser à la main à la place des abeilles, il faut des machines. Des machines, ça suppose du minerai et ça suppose de l'énergie. De l'énergie, vous le savez, si c'est l'énergie fossile, il faut absolument qu'on en ait de moins en moins. Et des minerais, malheureusement, les minerais ne sont pas renouvelables non plus. Il y a un certain nombre de minerais qui ont déjà atteint une densité critique dans les réserves que nous pouvons exploiter. Le premier d'entre eux, c'est le cuivre. Je ne sais pas comment ça se dit en italien, le cuivre. Copper en anglais. Rame. Donc avec un géophysicien, nous avons fait des calculs et publié un article dans lequel nous suggérons que, quel que soit le scénario d'évolution macroéconomique mondiale, nous devrions atteindre ce qu'on appelle le pic d'extraction du cuivre avant 2060. Pourquoi ? Parce que la densité des réserves de cuivre baisse beaucoup. Il y a, en l'an 2000, les réserves de cuivre exploitables avaient une densité de 5%. 5%. Ce qui veut dire que pour avoir 5 tonnes de cuivre, il fallait déblayer 100 tonnes de terre, ce qui demande de l'énergie et de l'eau. Et puis aujourd'hui, les réserves de cuivre disponibles ont une densité de 1%. Ce qui veut dire que pour obtenir 5 tonnes de cuivre, il faut déblayer 500 tonnes de terre. C'est beaucoup plus cher, beaucoup plus coûteux en énergie et en eau. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de cuivre, il en restera, mais ce sera de plus en plus cher d'obtenir du cuivre. Et le cuivre a beaucoup d'usages industriels massifs pour lesquels aujourd'hui, à ma connaissance, on ne connaît pas de substitut industriel. Donc les ingénieurs ont besoin de réfléchir à une industrie qui va devoir se passer du cuivre. La question se pose également pour toute une série d'autres minerais, le cobalt par exemple, vous savez qu'on en a besoin, le lithium, on en a besoin pour les batteries électriques, etc., etc. Là, je vous ai mis, vous pouvez regarder en bas à droite, non, oui, en bas à gauche pour vous, excusez-moi, la courbe exponentielle d'extraction du cuivre et du zinc depuis 1945. C'est à partir de 1945 que les courbes s'élèvent. Aucun physicien ne pense que nous allons pouvoir continuer d'extraire autant de minerais du sous-sol dans les années qui viennent. C'est juste impossible. Donc il y a une urgence à penser une transition énergétique qui soit aussi une transition vis-à-vis des minerais, où il faut nous débarrasser de notre dépendance à un certain nombre de minerais. Derrière cette question, il y a un enjeu géopolitique. Vous savez que les minerais ne sont pas répartis également sur la totalité de la planète. Pour donner l'exemple du cobalt, la première réserve au monde de cobalt se trouve en République démocratique du Congo. C'est là qu'il y a 65% des réserves mondiales de cobalt. Et ça n'est pas du tout un hasard si la Chine s'intéresse tant à la République démocratique du Congo. Ça n'est pas par philanthropie pour le Congo. C'est parce que la Chine, aujourd'hui, a une politique extrêmement agressive de captation des ressources minières sur la planète. La question que je me pose, c'est quand l'Europe comprendra-t-elle qu'elle doit, elle aussi, réfléchir à ce qu'elle fait des minerais ? Parce que nous n'avons pas... Ou alors, on va commencer à extraire du minerai en France, par exemple, on a beaucoup de réserves, mais ça détruit le paysage français. Alors, est-ce qu'on est prêt à ça aujourd'hui ? C'est une grande question. Alors, voilà. Souvent, une fois que j'ai raconté tout ça est assez inquiétant, évidemment. Quelqu'un, dans sa tête, se dit, bon, le père Giraud, il est un peu apocalyptique, mais l'homme est suffisamment intelligent. Nous savons que nous n'avons jamais eu de catastrophe humanitaire due au climat, et donc nous allons trouver les moyens de nous sauver. C'est quand même une réflexion que nous avons souvent. Je pense que ça n'est pas vrai parce que nous avons déjà eu une catastrophe humanitaire à cause du climat. Donc ça, c'est un excellent livre d'un historien américain qui s'appelle Mike Davis. Donc c'est pas Miles Davis, ça c'est le trompettiste. Mike Davis, l'historien, qui a écrit un livre sur ce qu'il s'est passé en 1890. 1890.
dans le monde. À l'époque, il y a eu un phénomène El Niño dans l'océan Pacifique, un phénomène climatique énorme qui a ravagé le Brésil, l'Afrique subsaharienne, l'Inde et la Chine. Et à l'époque, les administrations coloniales de ces immenses continents n'ont rien fait pour sauver la population. Le résultat, c'est 50 millions de morts. 50 millions de morts. Alors, le premier étonnement, c'est nous sommes capables de provoquer la mort de 50 millions de personnes parce que nous négligeons le sort de ces personnes-là en tant que puissance coloniale à l'époque. Deuxième étonnement, nous ne le savons même plus aujourd'hui. Qui avait entendu parler de ça avant, il y a 1 minute, parmi vous? Je pense personne. Ça n'est dans aucun livre d'histoire au lycée. Moi, j'en ai jamais entendu parler avant, alors que c'est au moins aussi important que la Première Guerre mondiale. 50 millions de morts. Donc ça veut dire que l'Occident est capable de laisser mourir 50 millions de personnes et est capable de forclore la mémoire de cette tragédie, pour l'oublier. Donc de mon point de vue, la grande question qui est devant nous pour les décennies qui viennent n'est pas, évidemment, nous sommes assez intelligents pour éviter la catastrophe, c'est comment faire pour qu'une nouvelle catastrophe ne se répète pas, puisqu'il y en a déjà eu une à la fin du XIXe siècle. La deuxième partie, je vais aller un tout petit peu plus vite, c'est la crise macroéconomique dans laquelle nous nous trouvons. À la fois la crise macroéconomique et crise de la science macroéconomique, les deux à la fois. Premièrement, beaucoup d'économistes font l'apologie de la croissance verte, la crescita verde, et disent qu'il est possible de découpler, décorréler la croissance du PIB avec la consommation d'énergie. Alors, ceci est un graphe peut-être connu de vous. L'axe horizontal, c'est la consommation d'énergie primaire. L'axe vertical, c'est le PIB réel. Chaque point, au niveau mondial, c'est une année. En bas à gauche, pour vous, c'est 1960. En haut à droite, c'est 2012. Et on pourrait prolonger. Donc la première remarque, très surprenante, c'est que c'est quasiment une droite. Ce qui veut dire qu'en 2012, pour augmenter d'$1 le PIB mondial réel, il faut augmenter de la même quantité d'énergie qu'en 1960. Ça va ? Donc nous n'avons pas fait beaucoup de progrès. Alors j'exagère un peu, parce que si vous regardez vraiment, on a fait un peu de progrès, mais très peu. Ça va ? Et donc c'est assez... ceci peut laisser sceptique sur la possibilité d'un découplage, decoupling en anglais, complet, entre la croissance du PIB et la consommation d'énergie. Pour avoir un vrai découplage, il faudrait que cette courbe devienne verticale, de manière que le PIB puisse augmenter sans que la consommation d'énergie augmente. Vous voyez que nous n'avons pas fait beaucoup de progrès du côté de la verticalité. Ça va ? Et si vous discutez avec des physiciens, ils vous diront, c'est normal, il y a quand même des règles thermodynamiques élémentaires qui font que nous ne sommes pas capables, nous autres humains, de faire grand-chose sans apport d'énergie. En fait, même rien du tout. Pensez à vous-même, votre corps sans énergie, c'est un cadavre. Ça va ? Et comme l'économie néoclassique ne connaît pas l'énergie n'est pas un input dans la théorie conventionnelle, l'économie néoclassique traite de cadavres, en fait, d'un monde peuplé de cadavres. Alors, il y a quand même des découplages possibles, mais pas avec l'énergie primaire comme telle. Il y a un découplage possible avec le pétrole, par exemple. Donc là, c'est le même graphe que précédemment, mais l'axe horizontal, c'est la consommation de pétrole, et l'axe vertical, c'est le PIB. Donc là, vous voyez qu'après les deux chocs pétroliers des années 1970, il y a eu un progrès vers la verticalité, c'est-à-dire que l'industrie occidentale a fait des progrès pour dépendre moins du pétrole que précédemment. Et donc, de mon point de vue, le thème de la transition énergétique, le programme politique, économique, social de la transition énergétique, c'est de prolonger cette courbe de manière que la droite devienne verticale. C'est-à-dire que nous puissions nous passer complètement des énergies fossiles, et en particulier du pétrole. Ça va ? Ceci n'est pas simple, et il y a une petite équation très très simple. C'est des mathématiques de niveau collège pour comprendre ceci. Donc, à droite, vous avez la quantité d'émissions de CO2. Et
à gauche, oubliez tout ce qui est compliqué, regardez, il y a de nouveau CO2. Donc le début, c'est CO2 égale CO2. Je pense que siamo d'accordi, non? CO2 égale CO2. C'est toujours vrai. C'est une tautologie, et on a tautologie, non? Maintenant, vous vous souvenez, au lycée, vous avez appris, j'ai le droit de multiplier en haut et en bas par la même quantité. Ça va? Donc je vais multiplier le terme à droite par la quantité d'énergie consommée. Ça va? Et donc vous voyez que maintenant j'ai CO2 égale CO2 divisé par l'énergie multiplié par l'énergie. Et je recommence, je vais multiplier maintenant par le pile. Et donc j'ai CO2 divisé par énergie, multiplié par énergie, divisé par pile, multiplié par pile. Et je recommence encore une fois avec la population. Ça va? Donc l'équation qui est là est une tautologie, elle est toujours vraie. C'est vrai? Ça va? Maintenant, si on veut que les émissions de CO2 baissent, il faut que le terme de droite baisse. C'est la logique élémentaire. Quels sont les termes de droite qu'on peut faire baisser? Commençons par la population. La population, dans le monde, ne va pas baisser dans les années qui viennent. On devrait normalement atteindre 9,5 milliards, 9,5 milliards en 2050, 11 milliards à la fin du siècle, d'après le scénario médian des Nations Unies. Après, il reste le PIB divisé par la population. Ça, c'est le revenu par habitant. Je ne connais aucun homme politique qui peut être élu démocratiquement en promettant la baisse du revenu par habitant. Ça, c'est le thème de la décroissance, la décléchite, qui est le thème de Serge Latouche dont il a parlé hier dans notre congrès. Après, il y a le CO2 divisé par, énergie divisée par pile. Donc ça, c'est le contenu énergétique du pile. Donc ça, c'est le thème de cette droite-là. Est-ce qu'on peut faire beaucoup de progrès? Probablement un petit peu, mais pas autant que ne le rêvent ceux qui croient en une croissance verte facile. Donc cet autre terme ne va pas beaucoup... On va sans doute faire des progrès, il faut l'espérer, mais pas beaucoup. Et il reste CO2 divisé par énergie. C'est le ratio sur lequel nous pouvons agir, c'est-à-dire diminuer le contenu en CO2 de la consommation d'énergie dont nous avons besoin. Ça va? Donc de nouveau, transiter vers des énergies renouvelables. Un dernier graphe, et puis je vais passer à des solutions politiques, économiques et politiques, qui est le graphe que nous avons utilisé à l'Agence française de développement pour décrire notre mission. L'axe horizontal, c'est l'indice de développement humain, il indice di sviluppo umano. Et c'est un indice qui est compris entre 0 et 1, et plus il est élevé, meilleur est le développement humain. Et puis l'axe vertical, c'est l'empreinte écologique, ecological footprint en anglais. Donc c'est une mesure de la pression humaine sur les écosystèmes naturels. Chacun des points, c'est un pays. Donc on ne voit pas bien l'Italie, j'ai regardé, mais on ne la voit pas bien. L'Italie est en haut à droite, à côté de la France. Si on veut avoir un mode durable, sustainable, il faut que l'empreinte écologique soit en dessous de 1, c'est-à-dire de la ligne que vous voyez ici, la biocapacité. Vous voyez la petite de target, la petite cible en bas à droite, là. Donc il y a une droite juste au-dessus. Il faut que l'empreinte écologique soit inférieure à ceci. Sinon, vous n'êtes pas soutenable. Et puis on voudrait en même temps que l'indice de développement humain ne soit pas trop bas. Et par exemple, on voudrait qu'il soit au moins égal à 0,8, ce qui est l'indice de développement humain de la Russie. D'accord? Existe-t-il un pays aujourd'hui dont l'indice de développement humain est supérieur à celui de la Russie et dont l'empreinte écologique est inférieure à 1? Et la réponse est non, parce que si ce pays existait, il serait dans le rectangle en bas à droite que vous voyez. Le rectangle magique. Ça va? Donc il n'y a aucun pays aujourd'hui qui est à la fois soutenable écologiquement et raisonnable du point de vue du développement humain. Tous les pays riches sont en haut à droite, tous les pays pauvres sont en bas à gauche. Donc la transition écologique que nous devons faire aujourd'hui, c'est tous les pays pauvres doivent avancer horizontalement vers la droite, sans augmenter leur empreinte écologique. Tous les pays riches doivent descendre verticalement vers la droite, en bas, sans diminuer leur indice de développement humain. Ça, c'est le programme que l'Agence française de développement, c'est la manière pour elle de comprendre sa propre mission. Moi, j'ajouterais volontiers une troisième dimension pour compliquer un petit peu le programme.
Parce qu'il y a quelques années, il y avait un pays qui était juste sur l'angle du rectangle, donc dont l'indice de développement humain était exactement égal à 0,8, celui de la Russie, et dont l'empreinte écologique était exactement égale à 1. Ce pays, c'était Cuba. Simplement, vous voyez que Cuba n'est pas forcément un modèle démocratique et de respect des droits humains. Et donc, moi j'ajouterais, il faut que nous transitions tous vers le rectangle, tout en préservant le respect de la démocratie et des droits humains, ce qui fait une contrainte de plus. Alors, toutes ces questions-là, la macroéconomie conventionnelle est incapable aujourd'hui de les adresser. De mon point de vue, elle est incapable de comprendre ce qui s'est passé en 2008 avec la grande crise financière. Elle ne nous donne pas les solutions pour sortir de la déflation dans laquelle l'Italie, une partie de la France, la Grèce, le Portugal, l'Espagne sont plongés à cause de la crise financière. Elle est incapable d'adresser la question des inégalités. Elle est incapable d'adresser la question du climat et de l'écologie. Alors il y a 3 économistes qui l'ont admis finalement en 2016, à peu près en même temps. Le premier, c'est Olivier Blanchard, un Français, qui était à ce moment-là le chef économiste du FMI, du Fondo Monetario Internazionale. Donc ça veut dire que ce n'est pas un militant marxiste-gauchiste, c'est le chef économiste du Fonds monétaire international, qui écrit dans un papier que vous pourrez retrouver sur Internet, « I see the DSGE models », je vois les modèles DSGE, c'est les modèles conventionnels du FMI, de la Banque mondiale, de la Banque centrale européenne, de la Banque de France, etc., peut-être de la Banque de Rome, d'Italie, je ne sais pas. Je les vois comme seriously flawed, donc fondamentalement faux. Et puis vous pourrez regarder la suite du papier. Le deuxième économiste que je voudrais citer, c'est Paul Romer, qui à ce moment-là était l'économiste en chef de la Banque mondiale. Donc c'est juste une rue en face du Fonds monétaire international à Washington. Et Paul Romer a écrit un article, à peu près en même temps, été 2016, où il écrit « Les 30 dernières années de la macroéconomie ont été un recul intellectuel majeur ». Et si vous lisez la suite de l'article, il explique que la macroéconomie conventionnelle, aujourd'hui, n'est plus une science, mais une affaire de gourous américains que tout le monde suit en répétant les leitmotifs de ces gourous. Puis il y a un troisième économiste moins connu qui s'appelle Narayana Kocherlakota, qui est l'ancien gouverneur de la Banque centrale de Minneapolis, à Minnesota. Et c'est une banque importante parce que Minneapolis, vous le savez peut-être, c'est l'un des foyers intellectuels de l'économie néoclassique. Et Narayana Kocherlakota a écrit à peu près en même temps un article dans lequel il dit tout ce que nous avons fait il y a une trentaine d'années en macroéconomie, à l'époque nous l'avons décidé pour des bonnes raisons, mais aujourd'hui il faut absolument réécrire nos modèles, il faut un changement de paradigme dans la modélisation macroéconomique. Ça va ? Je ne peux que vous encourager à aller regarder ces articles. Alors, pourquoi est-ce que ces économistes écrivent ceci ? D'abord parce qu'ils prennent conscience de tout ce que je vous ai dit avant, incapacité de traiter les inégalités, incapacité de traiter la question écologique, la question du climat, mais aussi parce qu'il y a un certain nombre de paradoxes qui arrivent aujourd'hui. Par exemple, ici vous avez l'évolution du PIB d'un pays dans l'axe vertical et l'évolution de l'effort budgétaire de ce pays. Donc plus vous êtes en bas à droite, plus vous êtes à droite, plus vous avez fait de l'austérité en Europe. Et ce qu'on constate, c'est que les pays européens sont tels que plus vous avez fait de l'austérité, plus le PIB a baissé. L'austérité budgétaire fait baisser le PIB au lieu de le faire augmenter, ce qui est contraire à tout ce que disent les modèles classiques. Deuxième paradoxe, ici vous avez en rouge la courbe d'évolution de la dette publique des États-Unis. Normalement, lorsque la dette publique augmente, le spread de la dette publique diminue. Et ici, ce qu'on observe, c'est que le spread de la dette publique augmente, c'est-à-dire la dangerosité, la riskiness en anglais, de la dette publique augmente. Or ici, ce qu'on constate, c'est que la dette publique américaine a augmenté, mais le spread a diminué. Okay ? Ce qui est également un paradoxe pour la théorie conventionnelle. Autre paradoxe, ici vous voyez l'évolution de la quantité de monnaie, la masse monétaire, la quantité de monnaie créée par la Fed, la Banque centrale américaine, depuis la crise de 2007. Et vous voyez qu'elle a beaucoup augmenté depuis 2007. Donc vous voyez le quantitative easing 1, quantitative easing 2, quantitative easing 3,
qui sont les politiques non conventionnelles d'assouplissement monétaire de la Banque centrale américaine. Normalement, lorsque la quantité de monnaie en circulation augmente, il y a de l'inflation. Tout le monde pense que la planche à billets est inflationniste. Et là, vous avez l'indice des prix domestiques aux États-Unis, et vous voyez qu'il est essentiellement plat. Donc il n'y a pas eu d'inflation. Donc ça n'est pas vrai que la création monétaire, ou en tout cas ça n'est plus vrai, que la création monétaire est ipso facto inflationniste. Ce qui est un problème pour les modèles conventionnels, pour nos modèles conventionnels. Un autre point, c'est les prévisions de la Troïka, en fait essentiellement du FMI, sur l'évolution du PIL de la Grèce, pendant la crise grecque de 2010 à 2014, 15, 16. Vous voyez qu'à chaque fois, mes collègues se sont trompés dans la prédiction de l'évolution du PIL. Ils ont tous pensé à chaque année que le PIL allait remonter, et chaque année, le PIL a continué de baisser. Pourquoi ceci? Parce que les modèles que nous utilisons pour faire des prédictions macroéconomiques sont très 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 faux. Ce sont des modèles d'équilibre où, quoi qu'il arrive, une économie retourne toujours à l'équilibre. Or, l'économie grecque n'est pas retournée à l'équilibre. Et donc, ça veut dire qu'il faut vraiment rompre avec ces modèles-là qui ne nous aident pas à piloter une économie. Alors, un dernier point également qui est assez paradoxal, qui est dû à un ami mathématicien qui s'appelle Nicolas Boulot, un Français, qui a montré la chose suivante, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, qui est que si un prix de marché est très financiarisé, alors il ne peut plus transmettre d'informations. Supposez que, par exemple, vous ayez le prix, admettons que ce soit le prix du cuivre, puisque j'ai parlé de la raréfaction du cuivre, et à droite, vous avez l'évolution déterministe du prix du cuivre. C'est par exemple ce que vous direz, ce qu'on appelle, entre économistes, le modèle de Hotelling, qui vous dit plus le cuivre est rare, plus le prix du cuivre va augmenter, pour signifier la rareté du cuivre. Okay. Maintenant, au milieu, vous avez le même prix avec un petit mouvement brownien, c'est-à-dire une financiarisation partielle de ce prix, parce que vous avez aujourd'hui des actifs dérivés, derivativi, que vous pouvez échanger sur les marchés financiers, par exemple des futures, qui vont avoir une influence sur le prix du cuivre. Vous avez vu par exemple le prix du pétrole, qui a beaucoup bougé en 2008. Vous vous souvenez que le prix du pétrole est passé de 60 $ à 140, il s'est effondré à 40, puis il est remonté à 80 en un an. Tout ceci n'est pas dû du tout à l'évolution de la demande ou de l'offre réelle de pétrole, mais uniquement à des mouvements de capitaux sur les marchés dérivés, derivativi, financieri, sur le pétrole. Okay. Si jamais la volatilité, donc l'agitation du prix, est trop élevée, ce qu'a montré Nicolas Boulot, c'est que nécessairement ce prix va s'effondrer vers zéro. Et donc il ne donne aucune indication sur la raréfaction de la ressource sous-jacente. Ça va ? Dit encore autrement, la financiarisation des prix de marché internationaux enlève le pouvoir au prix de révéler une information, ce qui est extrêmement pénalisant pour l'économie mondiale. Voilà. Je vais devoir aller très très vite pour la suite parce que le temps passe. Très rapidement, vous savez que la part du capital privé par rapport au PIB a augmenté énormément dans les années qui viennent, précédentes. En revanche, la part du capital public s'est effondrée. Donc aujourd'hui, nous avons des pays, y compris en Chine, où la part du capital public diminue. En France, par exemple, le capital public net en France est quasiment zéro. Si vous tenez compte à la fois de la dette publique et du capital public, le capital net est nul. Donc l'État français a zéro capital net aujourd'hui. Ça pose un vrai problème pour la conduite de la politique économique, à mon avis. Ensuite, est-ce que les dettes publiques sont vraiment le problème aujourd'hui en zone euro? Je suis très sceptique. La moyenne de l'endettement public en zone euro, c'est 100% du PIB. La moyenne de l'endettement privé, c'est 130%. Donc le secteur privé est plus endetté que le secteur public. Est-ce que c'est embêtant d'avoir beaucoup de dettes publiques ou est-ce que c'est embêtant d'avoir beaucoup de dettes privées? Mon point de vue, c'est que le plus embêtant, c'est d'avoir beaucoup de dettes privées. Parce que si nous avons trop de dettes privées, nous n'avons plus d'investissement. S'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'emploi, etc. Dans une situation où le secteur privé est surendetté, comme c'est le cas en zone euro, la priorité pour moi, c'est que le secteur privé se désendette, deleverage en anglais, de manière qu'il puisse investir. Et pendant ce temps-là, pendant que le secteur privé se désendette, il faut que l'État continue d'assumer ses fonctions et donc d'avoir des dépenses publiques. Ça va ? On pourra revenir là-dessus si vous le souhaitez. Quelques exemples d'évolution du ratio dette privée
sur pile en Grande-Bretagne. Vous voyez que la dette privée sur le pile en Grande-Bretagne est restée constante pendant un siècle, puis elle a explosé à cause de la financiarisation de l'économie britannique. Autrement dit, à partir des années 70, de l'ère Thatcher, en Grande-Bretagne, on a commencé à créer de la dette privée qui n'a pas permis d'augmenter le pile, parce que c'est une dette privée qui a alimenté les bulles spéculatives sur les marchés financiers. Le même graphe pour les États-Unis. Vous voyez qu'aux États-Unis, il n'y a jamais eu la constance du ratio dette privée sur pile. Les États-Unis, l'économie américaine n'a jamais été capable de faire de la dette privée utile. Autrement dit, la dette privée américaine a toujours été supérieure à la quantité de piles qu'elle permettait de créer. Donc la grande question de mon point de vue en Europe aujourd'hui, c'est comment peut-on faire de la dette privée utile qui augmente le pile. Et pour ça, je crois que la vraie solution, c'est la transition écologique, c'est-à-dire financer les infrastructures vertes dont nous avons besoin pour faire la transition écologique et sociale en Europe. Voilà, je vais être obligé de passer très très vite. Là, je fais une allusion au modèle que nous avons installé à l'Agence française de développement, qui est un modèle macroéconomique, qui n'est pas un modèle d'équilibre, qui est construit sur ce qu'on appelle des systèmes dynamiques non linéaires, voilà, et qui donne des résultats très intéressants. Il a été utilisé pour le rapport Stern-Stiglitz, donc j'ai fait partie l'an dernier de la commission Stern-Stiglitz sur la tarification du carbone au niveau mondial. Et donc ce que le modèle que nous avons construit à l'Agence française de développement a montré, c'est qu'il fallait avoir des taxes carbone ou des prix du carbone beaucoup plus élevés que ceux que nous voyons aujourd'hui dans la planète pour avoir quelques chances de rester en dessous des 2 degrés à la fin du siècle. Voilà. Ce modèle est utilisé aujourd'hui par un certain nombre de pays avec lesquels nous sommes en relation. Donc j'en cite quelques-uns, la Colombie, le Brésil, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, le Vietnam, et nous sommes en discussion, le Maroc aussi, et nous sommes en discussion avec l'Algérie, l'Afrique du Sud et le Mexique pour leur proposer des modèles macroéconomiques alternatifs au modèle du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale pour les aider à piloter leur économie en tenant compte de l'impact du dérèglement climatique sur leurs économies. Voilà. Est-ce que nous avons vraiment tiré les leçons de la crise financière de 2007-2009 ? Mon point de vue, c'est que non. Il y a toute une série de réformes que nous devrions mettre en œuvre que nous n'avons pas mises en œuvre. D'abord, je crois qu'il faut vraiment réécrire le cadre prudentiel Basel III, Basel III en anglais, qui est le cadre dans lequel travaillent les banques. Il faut augmenter le niveau des réserves obligatoires de la Banque centrale. Il faut augmenter les ratios de capital des banques. Nos banques en Europe sont sous-capitalisées. C'est aussi ce que reconnaît le Fonds monétaire international. Ensuite, il y a une grande question que nous avons beaucoup discuté en France en 2013, mais que nous n'avons pas traitée, qui est la séparation bancaire entre les banques de marché d'un côté et les banques de dépôt et de crédit de l'autre. Nous ne l'avons pas fait, ni en France, ni en Allemagne, ni au niveau européen. Au niveau européen, le commissaire Michel Barnier, a essayé de mettre en œuvre une directive de séparation des banques, en fait, au moins d'application de ce qu'on appelle le rapport Liikanen, et ça a été rejeté par le Parlement européen. Ce qui, malheureusement, signale quelque chose de la puissance du lobby sur le Parlement européen. Et puis, il y a encore beaucoup d'autres choses qu'il faudrait faire, à mon avis, pour stabiliser la finance et remettre la finance au service de la société et de la transition écologique. À mon avis, interdire purement et simplement le High Frequency Trading, HFT, c'est-à-dire le trading automatique par des ordinateurs à la microseconde, qui n'a aucun sens économique, de mon point de vue, parce que ce n'est pas vrai qu'un titre financier, un actif financier, change de valeur toutes les microsecondes, ou 1 million de fois par seconde, c'est pas vrai. Donc il n'y a aucune raison de le vendre et de l'acheter 1 million de fois dans une seconde. Et puis, évidemment, il faudrait réglementer ce qu'on appelle le shadow banking, c'est-à-dire la partie de l'ombre de la sphère bancaire, c'est-à-dire tous les objets institutionnels non bancaires créés par les banques pour échapper à la réglementation bancaire. Voilà. Tout ceci, je fais un tout petit peu de publicité. J'avais fait des propositions dans un livre coécrit avec une religieuse, la sœur Cécile Renoir de l'Assomption, en 2009, qu'on a réédité plusieurs fois. Malheureusement, la plupart de ces propositions, à mon avis, sont toujours d'actualité. Et puis, j'ai publié un autre livre qui, lui, a été traduit en italien, La transizione ecologica, qui décrit un petit peu ce que je suis en train de vous dire.
Le modèle macroéconomique de l'Agence française de développement a été utilisé pour un rapport que j'ai rendu au Parlement européen en 2015 sur ce qu'on appelle l'Union bancaire européenne. Hein, la question qui m'avait été posée, c'est si nous avons un nouveau krach financier de même gravité que le krach de 2008, est-ce que l'Union bancaire européenne nous protège? La réponse qui est dans ce rapport, c'est elle ne nous protège pas. Et vous avez vu peut-être avec la faillite de Monte dei Paschi en 2016, l'Union bancaire européenne n'a pas dépensé 1 euro pour aider Monte dei Paschi. Donc dès 2016, l'Union bancaire européenne ne marche pas. Voilà. Et ce que montre ce rapport, c'est que même en 2023, lorsqu'elle sera supposée fonctionner complètement, elle ne permettra pas de protéger le contribuable européen contre un nouveau krach financier. Deux livres également que je vous recommande. Le livre de droite, pour vous, c'est... de gauche, excusez-moi. Le livre de gauche, c'est un livre d'un économiste australien, Steve Keen. En anglais, c'est Debunking Economics, que j'ai traduit avec l'un de mes doctorants, qui fait une critique interne de l'économie néoclassique. Je n'ai pas du tout le temps d'entrer dans le détail, mais de mon point de vue, il n'y a pas grand-chose, malheureusement, de l'économie néoclassique, par exemple de la théorie de l'équilibre général, qui survit à cette critique. Et puis, le livre de droite pour vous, c'est un livre d'Adair Turner que j'ai fait traduire en français et que j'ai préfacé. Adair Turner, c'est l'ancien patron du c'est l'ancien directeur du syndicat des patronats anglais, britanniques. Ça a été le patron de l'autorité de surveillance financière britannique en 2008. Et aujourd'hui, c'est le président du système de stabilité financière internationale. Donc ça n'est pas du tout un militant gauchiste, marxiste, et il a écrit un livre dans lequel il dit, par exemple, il faudrait mettre en œuvre aujourd'hui le 100% monnaie, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une vieille idée des années 30, qu'on appelle le plan de Chicago, qui avait été conçu dans les années 30 par Milton Friedman, notamment, Maurice Allais en France, Irving Fisher aux États-Unis, qui consiste à dire qu'il faut retirer des mains des banques privées le pouvoir de créer de la monnaie pour le reconfier à la Banque centrale. Alors, Adair Turner, il raisonne en anglais, donc pour un anglais, la Banque centrale, c'est l'État. Au sein de la zone euro, comme vous le savez, la Banque centrale est indépendante du pouvoir politique. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est est-il bien légitime d'avoir une banque centrale indépendante du pouvoir politique? Moi, comme économiste, je ne vois pas de justification analytique à l'indépendance de la Banque centrale. J'en connais pas. Voilà, je vais m'arrêter là. Bon, très rapidement, est-ce que nous avons une crise financière qui pourrait arriver bientôt? La réponse est oui. Tous les indices que je connais, y compris ce qu'on appelle l'indice de Shiller, qui est très connu, montrent qu'aujourd'hui, la situation est rouge. Wolfgang Schäuble l'a dit. En France, vous avez quelqu'un comme Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la BCE, qui reconnaît aujourd'hui que la situation est extrêmement préoccupante. Donc nous pourrions avoir une nouvelle grande crise financière dans les mois ou les années qui viennent. D'où viendra-t-elle? Personne n'en sait rien. Mais je constate par exemple que les banques américaines ont recommencé à faire de ce qu'on appelle de la titrisation, securitization, qui était le problème qui a conduit à la crise des subprimes. Elles recommencent à faire du crédit subprime, par exemple, pour des maisons pauvres auprès des populations pauvres américaines. Le problème de la dette des étudiants est un problème majeur pour l'économie américaine. Voilà. Et évidemment, il y a aussi la grande question des banques d'État chinoises. Beaucoup d'économistes français pensent que les banques d'État chinoises ont beaucoup plus de dettes que ce que l'État chinois veut bien dire. Et c'est possible. On pourrait avoir une crise qui viendrait des banques d'État chinoises. Mais on peut aussi avoir une crise qui vient de grandes banques européennes, par exemple françaises ou allemandes. Vous savez que Deutsche Bank est extrêmement fragile. Il y a 2 ans, vous avez peut-être vu que Deutsche Bank commençait à vaciller. Et Angela Merkel, à l'époque, a dit l'État allemand ne viendra pas au secours de Deutsche Bank, si Deutsche Bank devait faire faillite. Je ne sais pas jusqu'où Angela Merkel est aujourd'hui capable, politiquement, de mettre en œuvre sa décision d'il y a 2 ans. Voilà. J'avais beaucoup d'autres choses à vous montrer, mais comme le temps passe très vite, je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, tante grazie Gael. Dunque una conferenza molto piena di informazione, più che possiamo ritenere con la vista, però forse in chiave un po' negativa, preoccupante sicuramente per me,
possiamo forse avere 25 minuti, 30 minuti di discussione, commenti, domande, e così possiamo anche avere il microfono. Posso chiedere forse a Luca o a Bartolomei di aiutarci un po' con il... Uno basta, sì, grazie. Per il microfono, sì, grazie. Dunque possiamo evidentemente parlare in italiano oppure in francese o inglese. Can I speak in English or English? Okay. or French? Can I speak in French too? As you like it, feel free. Je te remercie de la conférence et avec le plus d'informations que tu nous donnes. Mais je voudrais poser une question. Ton premier point, c'était par rapport aux inégalités. Donc, le problème ici, il s'agit de pouvoir maîtriser. Le problème, c'est au niveau de notre incapacité, disons, à pouvoir maîtriser ces inégalités. Bon, et en commençant, tu ouvrais par en montant un peu les Gini Index, où en fait, plus le Gini Index est élevé, je pense, plus il y a des inégalités dans un pays. Et la question que je pose est de savoir, est-ce que les inégalités en soi dans un pays sont mauvaises? Je ne pense pas. Pourvu que le système soit fait pour tout le monde. Je prends un exemple. Le Gini Index, je n'ai pas regardé les informations, mais le Gini Index aux États-Unis est forcément plus élevé que, certainement, qu'en Afrique du Sud, je pense. En Afrique comme ça, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié les informations. Mais, parce que essayer de réduire les inégalités sociales, ça veut dire nous ramener au communisme, vous comprenez? Et puis le communisme, je ne pense pas que ça a été un modèle de développement acceptable pour le monde. Le plus important, à mon avis, c'est de pouvoir réduire les inégalités, parce que les inégalités, en fait, sont le moteur d'une économie, pourvu que les lois, n'est-ce pas, qui garantissent l'interaction sociale soient égales et équitables pour tous. Est-ce que, dans vos calculs, quel est le seuil d'inégalité qui est permis? Est-ce que vous êtes arrivé à un Gini Index, n'est-ce pas, qui puisse permettre à ce qu'il y ait une croissance économique et un développement, n'est-ce pas? Et également, on a la théorie que tu connais bien, celle de trickle-down economy. Ça veut dire que plus les vagues sont hautes, n'est-ce pas, ça permet à ce que même les plus pauvres, n'est-ce pas, auront une vie beaucoup plus élevée, par exemple. Au lieu que tout le monde reste au même niveau, n'est-ce pas? Mais c'est ça, n'est-ce pas, le moteur de l'économie, ces inégalités. Est-ce qu'à votre niveau, vous avez trouvé un Gini Index, n'est-ce pas, qui puisse permettre, n'est-ce pas, à ces développements-là? Ça, c'est la première question. Et puis, une autre réaction, n'est-ce pas, par rapport aux minéraux. Tu as parlé des minéraux, et l'exemple que tu as donné, c'était l'Afrique, où, par exemple, le cobalt, hein, où tu as parlé de la Côte d'Ivoire, le Congo. Et la solution que toi, tu proposes, c'est qu'il faut se méfier de la Chine. Parce que maintenant, la Chine est en train d'investir en Afrique. Ils n'y vont pas parce qu'ils sont des amis africains, ça nous savons. Mais ce que je propose, c'est que tu demandes aux Européens de faire attention, n'est-ce pas, et de s'investir aussi en Afrique. Et qu'en est-il des Africains? Tu as dit que les Français, par exemple, les Français ne voudraient pas que leur pays soit, n'est-ce pas, un lieu où on exploite des minéraux. Mais en Afrique, n'est-ce pas, les gens doivent aller en Afrique, et ça, c'est une solution. Ça, c'est médiocre. Donc, merci pour les deux questions. Je réponds maintenant? Okay. Sur la première question, donc, ma réponse à moi, c'est les inégalités sont nuisibles comme telles. Il y a un très beau livre que vous pouvez regarder de deux épidémiologues, des médecins britanniques, Pickett et Wilkinson. Le titre en anglais, c'est The Spirit Level. Je ne sais pas si ça a été traduit en italien, qui font des statistiques pour montrer que plus une société est inégalitaire, plus les gens sont malades, y compris les riches. Donc, des inégalités rendent les gens malades. Voilà. Il faut regarder ce livre. Ce livre a fait un énorme effet dans la profession des économistes. Moi, ce que j'ai montré avec mon collègue Grasselli, c'est que trop d'inégalités tue la croissance. Mais il n'y a aucun seuil absolu, définitif, universel. Ça dépend complètement de l'économie. Le fantasme d'essayer de trouver des seuils absolus, comme s'il y avait des règles en économie comme en physique,
la constante de Planck, etc. Moi, je ne crois pas du tout à ce fantasme-là. Vous vous souvenez peut-être d'un travail de Kenneth Rogoff qui essayait de dire qu'au-delà de 90% du pile de dette publique, un pays faisait forcément faillite. Ce travail s'est révélé être faux. Voilà. En revanche, moi, mon point fondamental, c'est de dire pendant les 30 glorieuses, il y avait beaucoup moins d'inégalités en Europe de l'Ouest et nous allions, en fait, économiquement beaucoup mieux. Il y avait beaucoup moins de dettes, la croissance était beaucoup plus forte. Ça, c'est un premier aspect de la réponse. Deuxième aspect de la réponse, les inégalités sont aussi liées au dérèglement climatique, malheureusement. Ce sont les riches qui polluent, ce sont les pauvres qui sont victimes de la pollution. Les 10% de la planète les plus riches sont responsables de 45% des émissions de gaz à effet de serre. Les 10% du top de la pyramide des revenus dans le monde sont responsables de 45% des émissions de CO2. Les 50% les plus pauvres de la planète, 3,5 milliards d'habitants, sont responsables de 13% des émissions de CO2. Donc ce sont les riches qui polluent, pas les pauvres. Donc réduire les inégalités est aussi un moyen de réduire nos émissions de CO2. Question qu'on pourrait poser, et si on venait à une société parfaitement égalitaire, quel que soit le régime politique, pour l'instant je ne m'occupe pas de ça, est-ce que ça résoudrait le problème climatique? Malheureusement, la réponse est non. Ça ne suffit même pas à réduire suffisamment nos émissions de CO2. C'est-à-dire que les riches vont être nettement moins riches, évidemment, donc ils vont polluer moins, mais les pauvres vont être nettement plus riches et vont polluer beaucoup plus. Donc ce qu'il faut, c'est changer de style de vie. C'est ça le thème de la sobriété heureuse, un thème typiquement chrétien. Comment est-ce qu'on peut apprendre à vivre, comme le disait le professeur Mancini hier soir, dans le congrès où nous sommes, à la manière franciscaine de saint François d'Assise. Comment est-ce qu'on peut s'inspirer de cet exemple-là, typiquement évangélique, pour apprendre à être heureux avec une société sobre, où la croissance du PIB n'est plus l'objectif fondamental. Je crois que ça, c'est indispensable aussi pour régler le problème du dérèglement climatique. Et puis un dernier mot, la théorie du trickle-down effect, donc dit en français la théorie du ruissellement, qui dit que plus les riches sont riches, moins les pauvres sont pauvres, parce que ça élève tout le monde. Cette théorie est complètement fausse. Elle n'a aucune évidence empirique. Le FMI lui-même l'a reconnu. Il y a un rapport du FMI qui dit empiriquement, on n'a jamais vu la moindre réalisation de la théorie du trickle-down effect. Moi, j'ai fourni des arguments analytiques très simples pour dire qu'elle est complètement fausse. Elle est définitivement complètement fausse. Voilà. Sur le deuxième sujet, la question des minerais, évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que les Africains acceptent que la Chine pille le sous-sol africain et récupère l'ensemble des minerais qu'il y a dedans. J'ai dit, les Européens ne font rien parce que je suis devant un parterre essentiellement européen, mais quand je suis en Afrique, évidemment, je défends la souveraineté minière africaine. Donc, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, pour donner un exemple, en Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry, c'est un tout petit pays qui a été martyr à cause de vous savez, à cause de l'épidémie d'Ebola, entre 2014 et 2015. Aujourd'hui, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale insistent beaucoup pour que la Guinée-Conakry base son développement sur l'exportation de fer et de bauxite. Donc c'est l'extraction minière. En particulier, la bauxite est destinée à partir en Chine pour faire de l'aluminium. Moi, j'ai défendu le fait que la priorité de la Guinée, c'est de garder son fer et sa bauxite et de préserver sa souveraineté alimentaire, parce que la Guinée importe des millions de tonnes de riz chaque année. On voit bien le déséquilibre possible. Hein. Le jour où la Chine ou la Thaïlande ou le Vietnam ne produiront plus assez de riz pour nourrir la Guinée, comment la Guinée va-t-elle se nourrir? Aujourd'hui, la sécurité alimentaire de l'Afrique n'est pas garantie. Et donc, piller aujourd'hui le sous-sol de la Guinée au motif qu'elle devrait absolument exporter le fer et la bauxite pour les pays du Nord, y compris la Chine, à mon avis, est une grosse bêtise que nous faisons aujourd'hui, malheureusement. Donc, évidemment, je soutiens le fait qu'il faut préserver les sous-sols africains. Tante grazie, forse qualche altra domanda o commento? Se teniamo commenti brevi sarà più interessante, avere più possibilità. Sì, signora. Sì. Il microfono. Grazie. La faccio in italiano perché mi occupo di filosofia e la domanda è di economia, quindi non ho i termini tecnici nella lingua straniera. Volevo chiederle, a proposito del pareggio di bilancio, no? Che ai giorni nostri, appunto, il pareggio di bilancio degli Stati viene complicato
dal pareggio del commercio, come lei ha messo in evidenza, del commercio delle agenzie private. Però il pareggio di bilancio per uno Stato è anche un elemento di libertà, di non dipendenza. E volevo chiedere, per quel che riguarda gli Stati europei, che cosa pensa del tentativo, diciamo, degli economisti classici di portare lo Stato a bilancio? Ecco, se è qualcosa che deve essere superato o invece qualcosa che deve essere mantenuto. Grazie. Donc il y a beaucoup de questions dans votre question. Si vous voulez parler par exemple de l'équilibre de la balance commerciale, en fait c'est impossible. Aucun pays ne peut avoir... c'est impossible d'atteindre un équilibre de la balance commerciale dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, notamment à cause de la mobilité du capital. La justification classique de la théorie du commerce international, c'est David Ricardo, 1817, les principes d'économie politique. Mais David Ricardo, vous savez, a développé cette théorie, ce qu'on appelle les avantages comparatifs. Donc deux pays ont toujours intérêt à échanger, parce que chacun des deux va se spécialiser dans l'industrie où il est le plus efficace. Donc même si un pays est moins efficace que tous les autres, il aura intérêt à entrer dans le commerce international, puisqu'il va se spécialiser dans le secteur où il est le moins mauvais. Et on pourrait espérer comme ça qu'il y ait un équilibre des balances commerciales, chacun vendant sa spécialité aux autres pays. Sauf que Ricardo lui-même dit, attention, s'il y a mobilité du capital, si le capital peut passer d'une frontière à l'autre, traverser les frontières, alors s'il y a deux pays qui ouvrent leurs frontières et l'un des deux qui a des avantages absolus sur l'autre, le capital va aller vers le pays qui a les avantages absolus et ne s'investira pas vers le pays le moins efficace. Et donc il n'y aura jamais de balance commerciale équilibrée entre ces deux pays. Le pays qui a les avantages absolus va toujours gagner, toujours. Donc lui, il aura un surplus commercial, et le pays qui a des avantages, qui a des défauts absolus, qui est moins efficace, aura toujours de la dette et une balance commerciale déséquilibrée. Et c'est exactement ce que nous voyons en zone euro. La zone euro nord est globalement plus efficace que la zone euro sud. Pourquoi ? Parce qu'elle a globalement moins d'inflation. Pourquoi ? Parce que ça fait des années qu'elle pratique ce qu'on appelle la déflation salariale. Donc elle baisse, elle ajuste à la baisse ses salaires pour avoir une monnaie très élevée, tandis que les pays du Sud, France comprise, France, Italie, Espagne, Portugal, Grèce, eux ont pratiqué plutôt la dévaluation de la monnaie, donc l'ajustement externe, pour maintenir des salaires élevés. Laquelle des deux stratégies est la meilleure ? Voilà, c'est pas clair. Mais évidemment, si vous partagez la même monnaie avec ces deux zones, et si le capital est fluide entre les deux zones, le capital va systématiquement aller vers les pays du Nord. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et donc, vous avez des pays du Nord, Allemagne, Pays-Bas, Autriche, Finlande, qui continuent de s'industrialiser, en tout cas dont l'industrie se maintient. Les pays du Sud se désindustrialisent très rapidement. Pour donner l'exemple de la France, l'industrie en France, c'est 12% du PIB aujourd'hui. Et donc ces pays-là sont obligés d'importer tous les produits manufacturés de l'extérieur, en particulier de l'Allemagne. 70% des exportations allemandes arrivent en Europe. Donc l'Allemagne dépend crucialement de la demande des pays du Sud. Et donc il ne peut pas y avoir de balance commerciale équilibrée entre ces deux zones. Donc tant que nous ne faisons pas, de mon point de vue, tant que nous ne faisons pas des transferts budgétaires entre le Nord et le Sud, nous n'aurons jamais d'équilibre de balance commerciale entre ces pays. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, il y a un deuxième aspect dans votre question, c'est est-ce qu'on a raison de penser l'économie en termes d'équilibre ? C'est une question plus abstraite, plus théorique. Ma réponse est non. Parce que les modèles macroéconomiques que nous avons développés à l'Agence française de développement sont des modèles de déséquilibre. C'est-à-dire vous étudiez la trajectoire macroéconomique d'un pays hors de l'équilibre. Peut-être que ce pays va converger à long terme vers un équilibre, mais j'en sais rien. Il faut vérifier, il faut regarder. Mais je ne sais pas à l'avance si un pays est déjà à l'équilibre économique. Ça, c'est une grande idée, si vous voulez, des économistes des années 50, Gérard Debreu, John Kenneth Arrow, pour les nommer, qui ont développé ce qu'on appelle la théorie de l'équilibre général. Moi-même, j'ai publié des papiers de recherche sur la théorie de l'équilibre général, mais je pense que c'est une théorie très jolie, mais qui ne décrit pas le monde réel. Le monde réel, nous sommes tous en déséquilibre, et peut-être que nous allons avancer vers des équilibres, vers un équilibre, mais ce n'est pas clair.
Et donc, ce qui est utile aujourd'hui, c'est d'avoir une macroéconomie du déséquilibre. Et je peux vous dire que quand je discute avec des gouvernements du Sud, notamment les pays que j'ai nommés, ils sont très, très, très intéressés à avoir une macroéconomie en déséquilibre qui les aide à comprendre où ils sont aujourd'hui et comment ils vont évoluer. Les modèles d'équilibre, ce sont ceux qui étaient critiqués par Olivier Blanchard, par Paul Romer, par Kocherlakota, je vous ai mis les citations, sont des modèles, à mon avis, très très peu efficaces aujourd'hui. Et d'ailleurs, la Banque Centrale Européenne, la BCE, a abandonné son modèle DSGE, son modèle d'équilibre général stochastique dynamique. Ça dit quelque chose d'une prise de conscience progressive, trop lente d'après moi, de la part des macroéconomistes, qu'il faut abandonner le paradigme de l'équilibre comme hypothèse ad hoc, a priori, pour étudier une économie. Il faut étudier les économies en déséquilibre. Grazie. Qualcun altro? Forse tento una domanda io e dopo ci sarà un'altra. Io volevo soltanto chiedere sulla relazione tra l'economia e la politica. Talvolta in filosofia parliamo anche della crisi della ragione. Dalla sua esperienza, quanto di ciò che dicono gli economisti è preso sul serio, ha un impatto nel mondo politico? O possiamo parlare che c'è una distanza che cresce tra le conclusioni e le proposte dell'economista e le decisioni politiche che dirigono al mondo oggi? Je crois que ça dépend vraiment des pays. Dans un pays comme l'Italie, certainement, le gouvernement italien aujourd'hui a des stratégies politiques qui sont clairement assez éloignées de celles que proposent les économistes conventionnels. Le gouvernement français aujourd'hui a des stratégies complètement conventionnelles, beaucoup plus conventionnelles que celles de François Hollande, par exemple. Moi, mon expérience, c'est que certains hommes politiques, pas tous, donc les hommes politiques les moins courageux, espèrent que pour toutes les questions que nous nous posons, il y a des réponses techniques et il y a une seule solution. Il n'y a pas d'alternative. Évidemment, ça les exempte d'avoir à prendre une décision et à assumer la responsabilité de cette décision. Heureusement, il y a des hommes politiques qui ne sont pas comme ça, qui ont compris que la question politique n'est pas une question purement technique, mais c'est aussi une question éthique, philosophique, qu'il y a des choix de société discutables, et que quand je prends une décision politique, j'engage un choix de société. Et que l'économiste, il est là pour donner des conseils limités, mais pas pour se substituer à la décision politique. Je vous donne un exemple, et je dis ça, et ce n'est pas une critique vis-à-vis de cet homme politique, c'est François Hollande, l'ancien président de la République française. Lorsque François Hollande était président, j'ai participé à un panel d'experts qui a travaillé sur la transition énergétique en France. Et nous avons établi 4 grands scénarios de transition énergétique vers les renouvelables en France, entre, à l'époque, 2014 et 2035. Et puis, nous avons présenté ces 4 scénarios à François Hollande, en disant, Monsieur le Président, maintenant, il y a 4 grands scénarios, il va falloir choisir, où il faut animer un vrai débat démocratique entre ces 4 scénarios. Parce que chacun de ces scénarios emporte avec lui un choix de société. La société française ne sera pas la même en 2035 si on fait le scénario 1, ou le 2, ou le 3, ou le 4. François Hollande nous a dit, ah, il y a 4 scénarios, il n'y en a pas qu'un. Je dis, oui, Monsieur le Président, maintenant il y en a 4, donc il faut choisir. Et là, il nous a répondu, c'est frustrant. Et j'ai été très frappé par cette réponse, parce que je crois que, malheureusement, une partie d'entre nous, nous sommes guettés, nous sommes menacés par le fantasme de solutions techniques que pourraient apporter les économistes. Et évidemment, certains économistes sont tellement flattés de pouvoir apporter des réponses techniques qui se substituent à la décision politique qu'ils font semblant de croire eux-mêmes que leur modèle donne des solutions uniques à toutes les questions politiques que nous nous posons. Et je crois que c'est vraiment un péché de la part des économistes, parce qu'ils sont très, je veux dire, leur narcissisme classique est très flatté par cette position de toute puissance des économistes. Merci beaucoup. C'è una domanda qui, sì? Grazie professor Giraud per il suo bell'intervento che ci ha rivelato una volta di più che il mondo è interconnesso. Economia, ecologia, energia, tecnica vanno tutte insieme e si incontrano o si scontrano a volte con l'umano. Ecco, dal suo, dunque, mi rifaccio alla lettera del Papa che scrisse nel 2014 ai religiosi, ai consacrati: svegliate il mondo con la profezia,
ma non fermatevi semplicemente alle utopie, cercate luoghi nuovi, concreti, dove poter offrire alternative. Dal suo punto di vista, alla luce della sua esperienza, dei suoi viaggi, delle sue conferenze, della sua preparazione, qual è il verso dove? Il verso dove del nostro andare? O quali prospettive in positivo lei intravede, anche collegandoci al discorso di ieri, uscire dall'economia? Sì, ma andando dove? Qual è? Ecco, se può dirci qualcosa che alla luce di questo siamo ancora in divenire, però ecco, verso dove stiamo andando, senza rischiare di cadere nei non luoghi del suo di Auger, ma di luoghi realmente alternativi. Grazie. Alors, merci beaucoup pour la question. Je vais donner deux parties dans la réponse. La deuxième partie, j'irai vous montrer une diapositive que je n'ai pas eu le temps de vous montrer. Première partie de la réponse, je crois qu'aujourd'hui, il est temps que nous sortions en Europe, aux États-Unis, au Japon, de la financiarisation de nos économies. Parce que la finance ne permet pas d'investir dans la transition écologique, elle capte aujourd'hui toute la monnaie qui est créée dans des investissements spéculatifs qui alimentent une bulle qui ne produit pas de richesse et qui n'aide pas à investir. Il y a un paradoxe aujourd'hui, c'est que nous n'avons jamais eu autant de monnaie en circulation sur la planète, nous n'avons jamais eu autant de difficultés à trouver des financements pour des investissements qui sauveront la planète. Pour avoir quelques chiffres, des économistes comme Nick Stern estiment qu'il nous faut 90 trillions, 90 000 milliards de dollars dans les 15 prochaines années de financement d'infrastructures vertes pour avoir une chance de rester en dessous des 2 degrés. Personne ne voit aujourd'hui comment on va trouver cet argent, alors qu'il y a beaucoup plus que 90 000 milliards qui circulent sur la planète. Le PIB, c'est 70 000 milliards. Ce qui circule sur les marchés financiers, c'est de l'ordre de 240 000 milliards. Voilà. Donc il y a beaucoup d'argent. Donc quand on entend dire il n'y a pas d'argent, c'est pas possible, c'est pas vrai. Il y a de l'argent, mais l'argent est piégé dans les marchés financiers. En plus, je pense que les marchés financiers sont condamnés à terme. Les marchés financiers occidentaux. Pourquoi ? En 1945, le seul pays qui avait un surplus industriel, c'était les États-Unis. Le problème des États-Unis à l'époque, c'était d'avoir une demande qui puisse absorber les produits industriels américains. D'où le fait que les États-Unis aient financé ce qu'on appelle le plan Marshall pour la France, un peu l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, le Japon. C'était une manière de prêter de l'argent pour que les Européens consomment les produits américains. Et donc, les Américains produisaient, les Européens consommaient, l'argent revenait aux États-Unis. À partir des années 70, ce premier mécanisme-là est rompu. Ça ressemble un peu, c'est un peu un équilibre, mais vous voyez, c'est un équilibre dynamique qui circule. C'est rompu, et à cause de l'abandon des accords de Bretton Woods, etc., à partir des années 90, un nouveau circuit macroéconomique se met en place. La Chine produit, les Occidentaux consomment, mais la Chine réinvestit son surplus commercial dans la sphère financière occidentale. Et en 2007, c'était 3 000 milliards de dollars. C'est énorme. Donc nous, les Occidentaux, de 1990 à 2007, 2008, nous sommes dans une situation extraordinaire où nous consommons les produits chinois pas chers, et l'argent que nous dépensons pour acheter les produits chinois revient en Occident à travers les investissements dans la sphère financière, qui ne bénéficient pas aux Européens, qui bénéficient à une toute petite minorité, ceux qui se sont considérablement enrichis depuis 40 ans, confère la courbe du Loch Ness, le monstre du Loch Ness. Bon. Depuis 2008, ce nouveau circuit-là est rompu parce que la Chine a décidé de ne plus réinvestir dans la sphère financière occidentale, parce qu'elle a compris qu'elle allait perdre beaucoup trop d'argent, parce que la finance est intrinsèquement instable. Aujourd'hui, la Chine produit pour son propre marché intérieur et pour l'Asie du Sud-Est, et la balance commerciale chinoise avec les pays occidentaux est nulle. Donc il n'y a plus d'excédent commercial chinois qui puisse être réinvesti dans la sphère financière. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus aucun pays aujourd'hui qui investisse de l'argent qui vienne de l'économie réelle dans la sphère financière. Ce qui alimente aujourd'hui la sphère financière occidentale, c'est essentiellement les politiques monétaires non conventionnelles des banques centrales qui créent des milliers de milliards, essentiellement pour les banques. Ça va ? Le jour où les banques centrales vont arrêter leur politique de quantitative easing, il n'y aura plus d'argent pour alimenter la sphère financière.
C'est ça le dilemme auquel est confrontée la Fed aux États-Unis, ou la BCE un jour, quand elle arrêtera ses politiques non conventionnelles. Ce jour-là, je ne vois pas ce qui va alimenter la sphère financière. Et peut-être vous avez remarqué que le marché des actions, equity, dans le monde diminue. Le nombre d'actions qui se vendent sur les marchés aujourd'hui diminue chaque année de 2%, ce qui veut dire que si on continue, dans 35 ans, il n'y aura plus d'actions dans la planète à échanger. C'est-à-dire que les entreprises se retirent du marché des actions et il y a de moins en moins d'IPO, donc d'introduction en bourse, d'entreprises intéressées par le marché des actions. C'est quand même le fondement de la sphère financière aujourd'hui. Donc ce fondement-là est en train de disparaître. Voilà. Du coup, la grande question qui est posée aujourd'hui, pour un scénario positif, c'est qui va être le grand producteur mondial dans les années qui viennent pour les pays occidentaux? Est-ce que l'Occident va se réindustrialiser? Moi, je suis très favorable à une réindustrialisation verte de l'Europe, des États-Unis, du Japon. Ou est-ce que la Chine va investir en Afrique, en particulier dans l'Afrique de l'Est, en Éthiopie, au Kenya, etc., au Rwanda, pour qu'il y ait une industrialisation africaine et que, dans 25 ans, ce soit l'Afrique qui soit l'industrie du monde. Donc aujourd'hui, vous avez un débat entre économistes sur ces différents scénarios possibles. Voilà. Moi, je suis très favorable, dans tous les cas, à ce que cette industrialisation soit compatible avec les contraintes écologiques. Sinon, comme vous le savez, en 2050, nous aurons plus de 2 milliards d'habitants en Afrique, peut-être même 2,8 milliards, selon les scénarios. Si ces 2,8 milliards d'habitants polluent autant que les Occidentaux aujourd'hui, nous sommes certains d'aller vers la catastrophe à la fin du siècle. Après, deuxième partie de la réponse. Donc, je vais vous montrer un graphique que je n'ai pas eu le temps de vous montrer. Vous voyez, j'avais encore beaucoup de slides. C'est la part du CAPEX, donc la fraction du coût en capital, dans le coût de production d'un kilowattheure aujourd'hui. Donc, si vous regardez le coût de production d'un kilowattheure avec des énergies renouvelables ou avec du nucléaire, donc pas avec des énergies fossiles, c'est très élevé, c'est 50% en gros. Le CAPEX avec des énergies fossiles, charbon, mais c'est vrai aussi avec le pétrole ou le gaz, c'est entre 10 et 15%. Dit autrement, la part du CAPEX dans les énergies renouvelables est beaucoup plus importante que la part du CAPEX dans les énergies fossiles. Dit encore autrement, les énergies renouvelables, une économie construite sur des énergies renouvelables est une économie beaucoup plus capitalistique qu'une économie construite sur les fossiles. La grande question, de mon point de vue, en économie politique aujourd'hui, c'est quelle économie politique allons-nous nous construire sur des économies d'énergie renouvelable compte tenu de cette contrainte technique? Il y a deux grandes options. Soit une économie très décentralisée, un peu comme ce qui s'invente en partie en Allemagne. Donc un exemple ici que j'ai dû vous mettre, ça c'est le nombre de coopératives énergétiques allemandes décentralisées qui explosent. Donc ça c'est le thème de la production locale d'énergie. Et si on décentralise la production d'énergie, ça veut dire qu'on va vers des économies et des sociétés très décentralisées, avec plutôt une démocratie participative, le thème de l'économie circulaire, les biens communs, les beni comuni, comme en Italie, à Naples, etc. Ça, c'est un aspect. Mais, comme l'intensité capitalistique des énergies renouvelables est beaucoup plus élevée que pour les fossiles, il y a une deuxième possibilité, qui est au contraire une économie très centralisée, avec un État au service du capital privé, pour que le capital privé impose ses conditions pour financer les énergies renouvelables demain. Prenons un exemple. Si demain, il faut fournir l'électricité à Rome avec des énergies renouvelables, il faut construire des forêts d'éoliennes, par exemple. Ça suppose beaucoup de capital. Ça suppose beaucoup d'énergie initiale, beaucoup de minerais, etc. Les détenteurs du capital vont pouvoir négocier politiquement en disant « Ah, si vous voulez de l'électricité à Rome, nous allons devoir investir, mais ce sera à nos conditions. » Vous voyez ? Et je pense qu'un État comme un gouvernement comme celui d'Emmanuel Macron, aujourd'hui en France, est une ébauche possible d'un État très proche du capital privé, autoritaire, qui n'a aucun problème à violer les droits de l'homme, par exemple avec les migrants, et qui incarne une ébauche de ce que pourrait signifier cette deuxième option. Une ébauche de ce que pourrait signifier la première option, c'est plutôt ce qui s'invente aujourd'hui en Indonésie. L'Indonésie
à supprimer toutes les subventions aux énergies fossiles et à utiliser les recettes budgétaires pour financer une couverture maladie universelle en Indonésie. Ça, c'est un État social écologique. Ce que nous faisons en France aujourd'hui, c'est le contraire, un État très favorable aux revenus du capital et autoritaire du point de vue des libertés. Ça va ? Donc évidemment, je suis très favorable à l'option sociale écologique décentralisée. Voglio concludere con un grande grazie per questo intervento molto interessante da parte del professor Gaël Giraud. Merci beaucoup.